remercie le bureau de la Société marocaine de rhumatologie qui m'a invité pour parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, le pied. Moi, je suis venu au Maroc la première fois, c'était en 1982. C'était le troisième congrès arabe de rhumatologie. Et c'était à Rabat, et j'en garde un excellent souvenir. Depuis, je suis revenu plusieurs fois au Maroc pour des manifestations, et c'est la première fois à Tanger. Et j'ai apprécié la ville, et je vais faire un petit tour ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un atelier, moi j'aimerais bien que tout le monde avance, parce qu'un atelier, ça veut dire qu'on va discuter ensemble, qu'on va parler ensemble. Ce n'est pas une conférence d'une heure et demie. Si je fais une conférence d'une heure et demie, vous allez avoir vraiment mal. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un micro? Métatarsalgie comme lombalgie, c'est-à-dire c'est une région du corps où on a mal. Donc oui. C'est-à-dire que si on parle de métatarsalgie, donc on parle de douleur de l'avant-pied. Il y a plusieurs définitions, et la définition des médecins du pied, c'est la douleur de l'avant-pied à l'exclusion de la pathologie de gros orteil, exclusive du gros orteil. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, une arthrose de la métatarso-phalangienne, la luxurigidus, on préfère ne pas parler de métatarsalgie, mais on va en parler quand même. Mais métatarsalgie, c'est un terme qui désigne douleur de l'avant-pied à l'exclusion de la pathologie unique de gros orteil. Donc, c'est des douleurs localisées au niveau de l'avant-pied et qui peuvent avoir plusieurs origines. Les origines statiques, c'est très fréquent, et je reçois beaucoup de malades qui viennent pour des troubles statiques, qui vont au dermatologue pour des durions, et on en parlera. Et ces durions sont dus à des troubles statiques, et le durion est en fait une conséquence de l'hyperappui qui entraîne l'apparition de cette... C'est un peu comme l'ostéophyte dans l'arthrose. Et les patients sont un peu étonnés, ils vont au dermatologue et pour un durion, les patients vont au dermatologue pour un problème dermatologique, pour une hyperkératose, ils se trouvent chez le rhumatologue. Bien sûr, vous connaissez très bien la pathologie inflammatoire, en particulier la polyarthrite rhumatoïde, avec cette atteinte métatarso-phalangienne. On va en reparler. Traumatique, dystrophique, tumorale. On va développer tous ces éléments-là. Et avant de les développer, on veut parler un petit peu de l'examen du pied. Là, pour l'interrogatoire, bien sûr, c'est très simple. Douleur de l'avant-pied, le malade vient pour une douleur de l'avant-pied. On peut bien sûr interroger sur l'horaire de la douleur. Est-ce qu'elle est inflammatoire? Est-ce qu'elle est mécanique? Le mode de début, l'association ou non à d'autres manifestations. Mais je vais vous parler surtout de ce qui est spécifique au pied et de l'examen spécifique au pied. Au pied, l'assise plantaire du pied, l'assise plantaire dite normale qu'on voit dans les premiers livres de podologie, est faite, donc d'une bande métatarsienne, d'un appui talonnier et d'une zone qui rétrécit l'isthme, qui est, dans ces livres de podologie, est égale au tiers de la bande métatarsienne, et on voit bien aussi l'empreinte des orteils. Et ceci va dessiner deux arches essentiellement, une arche médiale, une arche interne, entre la tête du premier métatarsien et la base du calcaneus, et une arche latérale ou externe entre la tête du cinquième méta et la base du calcaneus. L'arche externe est virtuelle, vous ne la voyez pas, mais l'arche interne, on la voit bien, et qui fait que le pied n'est pas plat. Et on avait parlé à un moment donné d'arche antérieure. Et on parle encore même d'arche antérieure, mais en fait, pour les médecins du pied, elle n'existe pas. Pourquoi on a parlé d'arche antérieure? Parce que dans les premières descriptions de podologie, on avait fait des coupes qui passent par l'avant-pied. Et quand on voit ces coupes qui passent par l'avant-pied, on passe par la tête du premier métatarsien, par la tête du quatrième et du cinquième métatarsien qui sont presque équidistants du sol. Et là, on passe au niveau des cols des métatarsiens et qui fait que ça donne l'impression d'une arche antérieure. Ici,
cette impression existe, c'est-à-dire si on a une arche antérieure, on va appuyer plus sur une tête métatarsienne que d'autres, et quand il y a un hyperappui, il y a problème et il y a hyperkératose. En phase, la marche se fait par différentes phases. La phase d'appui talonnier, puis la phase d'appui donc plantaire, et puis la phase d'appui digital. Et là, comme on parle de métatarsalgie, c'est l'appui digital qui nous intéresse. Et dans cette phase d'appui, les 5 têtes métatarsiennes reposent sur le sol, et presque de façon équivalente. Les premières et 5e têtes sont plus mobiles, alors que les 2e, 3e, 4e sont presque immobiles. Et ce qui fait que le pied s'adapte aux aspérités du sol grâce aux têtes de M1 et de M5. Donc, la tête de M1 supporte le double des charges des autres têtes métatarsiennes, mais ce qui est important au pied, c'est ce capiton plantaire. Ce capiton plantaire qui a des caractéristiques physico-chimiques qui permettent d'absorber et de répartir les pressions. Et donc, ce capiton plantaire est très caractéristique du pied. D'ailleurs, si vous avez une lésion de la peau de la plante du pied, vous n'allez pas trouver une peau où qu'on peut enlever pour faire, par exemple, on ne peut pas enlever une peau au niveau de la cuisse et au niveau du bras pour faire une greffe au niveau de la plante. Ça ne marche pas, on ne peut pas marcher dessus. Donc c'est une peau très, très spéciale et ça c'est très important. Et quand il y a une altération de cette peau, on va avoir des troubles statiques et on va avoir une hyperkératose. L'examen du pied. Là, bien sûr, on peut parler de l'examen articulaire associé, etc. J'aimerais bien vous parler essentiellement de ce qui revient au pied, parce que je suis dans des personnes qui connaissent bien l'examen articulaire. Et cet examen du pied est très particulier. C'est-à-dire, on a une douleur de l'avant-pied, mais est-ce que c'est au niveau d'un espace intermétatarsien ou plutôt au niveau, en regard d'une tête métatarsienne? Et c'est très important. Et si vous mettez un peu de temps, vous allez pouvoir faire la différence. Par exemple, là, une douleur au niveau du 3e espace. Si vous avez une douleur au niveau du 3e espace, vous pensez, par exemple, à la maladie de Morton. Vous connaissez très bien, aussi bien que moi. Et donc, le lieu est très important. Là, c'est l'articulation. On palpe l'articulation, on mobilise, on cherche s'il y a une synovite, on cherche surtout s'il y a une douleur à la mobilisation. Et quand vous voyez les malades, vous allez voir que réellement, c'est très important de voir quelle est la localisation qui fait mal et ça va permettre de faciliter beaucoup le diagnostic et le traitement. Là, c'est au niveau d'une diaphyse. Par exemple, une fracture de fatigue. La fracture de fatigue, ce n'est pas l'articulation, ce n'est pas l'espace, c'est la diaphyse. Et bien sûr, il y a des circonstances dans lesquelles on fait le diagnostic d'une fracture de fatigue, mais d'abord aussi, il faut faire le bon examen. Le squeeze test, vous le connaissez très bien au niveau des mains, au niveau du pied pour la polyarthrite rhumatoïde quand il y a une atteinte métatarsophalangienne, mais vous le connaissez aussi bien dans la maladie de Morton, dans le kyste intercapito-métatarsien, donc toutes ces pathologies. Donc ce n'est pas spécifique le squeeze test, mais il faut le faire pour dire que réellement le malade, quand il souffre réellement au niveau de l'avant-pied, on va plus loin, donc la peau. Regardez cette hyperkératose. Et vous imaginez bien que cette zone-là n'appuie pas bien sur le sol, et c'est là où l'appui se fait, en avant-pied rond. Et là, quand elle n'appuie pas, ce qu'on appelle l'insuffisance du premier rayon, l'appui va passer sur cette zone-là, au niveau 2e, 3e et 4e tête métatarsienne, et ça donne une hyperkératose indurion. Et regardez là, une griffe d'orteil, et regardez au niveau de l'articulation interphalangienne proximale au niveau de cet orteil, il y a une hyperkératose qui est due au conflit avec la tige de la chaussure, et c'est douloureux. Je peux vous assurer que ces patients-là souffrent beaucoup pour des troubles qui se voient. C'est la peau, l'hyperkératose à ce niveau-là, c'est du tissu kératinisé qui n'est pas du tissu vivant, c'est de la kératine, mais l'ischémie sous-jacente qui, elle, entraîne
l'apparition des douleurs et la gêne des malades. Dans l'examen du pied, bien sûr, on va aussi voir la formule des orteils ou le canon des orteils. Et le canon des orteils va participer, ou du moins va influer l'évolution vers une pathologie ou une autre. Le pied égyptien, avec un gros orteil qui est plus grand que le reste des orteils, le pied grec, où c'est le deuxième qui est plus grand, et le pied carré, et ceci va entraîner des répercussions. Regardez cette patiente-là, elle a un gros orteil qui est grand, on dit allomégalie, et elle a un premier métatarsien qui est court. Regardez, le premier métatarsien arrive jusqu'ici, l'articulation métatarsophalangienne est là, donc la tête du premier métatarsien est là. La tête du deuxième métatarsien est là. Donc cette tête du deuxième métatarsien qui est en avant va faire bras de levier au gros orteil qui est en allomégalie pour évoluer de façon incontestable vers l'hallux valgus. Par contre, ce patient qui a un premier métatarsien qui est presque aussi long que le deuxième métatarsien et qu'il a quand même un pied égyptien, va voir apparaître une arthrose de la métatarsophalangienne. Cette arthrose, vous voyez un peu l'ostéophyte, vous voyez la condensation et le pincement de l'articulation. Et donc, la formule digitale des orteils, qu'elle soit égyptienne ou grecque, et aussi la taille du premier métatarsien. Par exemple, là, c'est l'index qu'on appelle index minus, là, c'est index minus plus, c'est-à-dire en tout cas, la taille du premier métatarsien influe beaucoup sur la pathologie qu'on va avoir. Ce pied égyptien, il va y avoir un conflit fréquent avec la tige de la chaussure et avec le bout de la chaussure, et ça va entraîner des hypersollicitations au niveau de la métatarsophalangienne pour évoluer vers l'arthrose. Ah, ça n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas? Non, pas encore. Avancez, avancez. Encore. C'est celle-là. Donc, on peut avancer pour celle-là. Oui. Ah, j'ai tout. Voilà. L'examen donc, du pied aussi, en podologie, passe par l'examen sur le podoscope, qui est, je ne dis pas indispensable, mais presque pour faire de la podologie. Le podoscope est un appareil tout simple, c'est une caisse qui peut être en bois, qui peut être en métallique, avec un verre qui est épais pour qu'il puisse prendre un poids de 120, 130, 140 kg. Et en bas, il y a un miroir, et à travers ce miroir, on peut voir la base du pied, l'empreinte du pied, l'assise plantaire du pied. Et donc, ce podoscope est très simple. Le problème du podoscope, c'est qu'il ne vous laisse pas une trace, à part l'interprétation de celui qui fait l'examen. On peut remplacer ce miroir par un scanner d'ordinateur, comme un scanner de tout ordinateur. Ça peut scanner l'image, il y a des appareils pour ça. Ça peut scanner l'image et vous pouvez la laisser dans votre dossier. On peut faire une empreinte podographique, comme une empreinte pour le pouce,
Et cette empreinte pédographique est intéressante. Elle peut donc laisser une trace et on peut voir les différentes parties, l'appui métatarsien, l'appui talonnier, l'isthme et l'empreinte des orteils. On peut faire mieux encore en faisant l'enregistrement des pressions au niveau de la plante du pied. On peut mettre une plaque en caoutchouc dans laquelle il y a des capteurs et ces capteurs sont reliés à un ordinateur et ça va permettre de vous donner une image même meilleure que celle-là, c'est une image un peu ancienne, mais ça peut donner les pressions et ça peut donner l'empreinte du pied. Aussi, l'examen du pied, on cherche s'il y a un varus, un valgus ou un pied normal. Un pied normal, il y a un discret valgus physiologique et dans le pied varus, donc, il y a plus valgus physiologique et dans le pied valgus, il y a un valgus important. Regardez là, cet adolescent, il y a un valgus important. Cette dame a un valgus qui est net, donc l'axe de la jambe, l'axe de l'arrière-pied, et c'est la même personne sur l'examen podoscopique. On voit bien le valgus, on le voit même de face, et donc c'est un élément important pour pouvoir apprécier l'arrière-pied, puisque le pied va ensemble, et l'avant-pied et l'arrière-pied. C'était un examen statique. Et l'examen statique, on peut avoir un varus ou un valgus en statique, mais en dynamique, on peut, tout en ayant par exemple un valgus statique, avoir un varus dynamique, surtout dans le pied creux. Et si vous n'avez pas ce moyen d'avoir un tapis avec un enregistrement vidéoscopique, puis passage au ralenti, vous pouvez très simplement demander au patient de ramener ses chaussures, ses anciennes chaussures. Il y met la trace de la physiologie, ou du moins de l'empreinte dynamique. Et regardez l'usure, elle peut être externe, elle peut être interne au niveau de l'arrière-pied. On peut avoir la même chose au niveau de l'avant-pied, interne ou externe. Et donc, on peut voir si le malade est varisant ou valgisant au niveau de l'avant-pied ou au niveau de l'arrière-pied. Et c'est important pour faire compléter l'examen. Et si votre malade est déjà traité, il a eu par exemple une orthèse plantaire et une semelle, vous demandez à la voir. Et regardez cette semelle d'un sportif de haut niveau, et vous avez un trou en regard de la tête du premier métatarsien. Ce trou est dû à l'hyperpression. Ça, c'est un sportif, un footballeur de haut niveau. Et imaginez la douleur qu'il a pour un footballeur au shoot et à la course, et c'est très difficile, donc c'est très gênant et ça retentit sur son rendement sportif, et le traitement en plus est très facile, on y reviendra. Donc on avait dit dans les premiers livres de podologie, le pied, l'assise plantaire normale, c'est quand l'isthme est égal au tiers de la bande métatarsienne. L'isthme est égal au tiers de la bande métatarsienne. Dans une étude qui est très ancienne de Simon Brown, cette assise traditionnelle dite normale, elle se voit dans environ 30% des cas. C'est-à-dire qu'un pied normal, c'est un pied qui ne souffre pas. Une tension artérielle normale, c'est une tension artérielle qui ne donne pas de répercussions rénales ou neurologiques, etc. Le pied normal qui ne souffre pas, ça peut être un pied creux, un pied normal, comme l'empreinte typique, mais on peut avoir un pied creux du premier ou du deuxième degré, dans environ 50% des cas, que ce soit pour l'homme ou la femme, et cette assise plantaire dite normale, on la voit dans environ 30% des cas. Donc si vous avez un pied creux du premier degré, du deuxième degré qui n'a jamais souffert, ce n'est pas un pied pathologique, vous n'avez pas nécessairement le droit de lui faire une prescription d'une orthèse plantaire ou dire que c'est un pied anormal, rien que parce qu'il y a un pied creux du premier ou du deuxième degré. Il faut voir s'il ne souffre pas. Donc le premier chapitre donc, de ces causes de métatarsalgie, de ces étiologies des métatarsalgies, ce sont les troubles statiques et sont réellement le premier diagnostic quand un malade a mal au niveau de l'avant-pied. Là, vous avez un avant-pied rond, et cet avant-pied rond va donner une hyperkératose. Et chez un diabétique, l'hyperkératose
peut évoluer vers l'apparition d'un mal perforant plantaire. Et je reçois beaucoup de malades, des diabétologues qui connaissent bien la pathologie du pied. Dès qu'ils ont une hyperkératose, ils me l'envoient pour traiter cette hyperkératose, les orthésées, pour les améliorer. Parce que l'hyperkératose, c'est du tissu kératine, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une ischémie sous-jacente, et bien sûr, l'ischémie, chez le diabétique, ce n'est pas bien parce que ça peut évoluer vers un mal perforant plantaire. Avant pied rond, tout à l'heure, avant pied creux, quand le patient appuie de façon anormalement importante sous la tête du premier et du cinquième métatarsien, regardez, ça donne une hyperkératose à ce niveau-là. Et cette diapo, c'est le diapo qu'on a vu tout à l'heure de la semelle qui est trouée. Regardez, il y a une hyperkératose, il y a un hyperappui chez ce sportif, et cet hyperappui se répercute sur la semelle par carrément le trou dans la semelle. Donc l'hyperkératose d'appui, elle est secondaire à dépression et des frottements intermittents et répétés au niveau du capiton plantaire. Et quand vous avez une hyperkératose, vous allez avoir la peau qui va transmettre les charges sans les répartir. Donc, le capiton plantaire va devenir insuffisant, de mauvaise qualité, et ça va auto-entretenir l'hyperkératose. Donc, vous devez traiter ces patients-là, et on verra comment les traiter. L'hyperkératose, ça peut être un durion qui est large, un corps qui est beaucoup plus petit, et ça peut être un corps interorteil. Regardez, cet orteil qui est en crosse, qui va avoir un conflit avec l'autre orteil, et vous avez un corps en miroir, et le fait qu'il soit macéré, parfois il y a des points noirs, et ça donne l'aspect d'une image, l'aspect d'un œil de perdrix. C'est pour ça qu'on l'appelle œil de perdrix, mais c'est uniquement parce qu'il y a cette macération et cet aspect qui donne l'aspect donc d'un œil de perdrix. Le corps, là, un corps en regard d'un tendon extenseur. Le corps, est en fait, il y a une partie superficielle qui est plane, et il y a un élément comme une racine pour le corps. Et les pédicures podologues enlèvent l'hyperkératose. Et avant, on disait que ces pédicures podologues n'enlèvent pas la racine pour que le malade revienne. On pensait que c'était comme ça, mais en fait, l'hyperkératose est due à l'hyperappui. Si on ne corrige pas l'hyperappui, le malade va revenir parce qu'il va avoir de nouveau l'hyperkératose. Je reviens à ce patient qui a trouvé sa semelle. C'est ce même patient avec une hyperextension du gros orteil, ou si vous voulez, érection du gros orteil, qui va... Là, il y a un conflit avec la tige de la chaussure, et ce conflit va entraîner un trou de la tige de la chaussure, tellement il y a... Donc, il a fait un trou au niveau de la tige de la chaussure et un trou au niveau de la semelle. Et donc, l'hyperappui est très gênant et très douloureux, et ça donne des répercussions importantes. On peut avoir des lésions au niveau de l'angle, un hématome au niveau sous-inguéal, et donc les troubles statiques vont avoir beaucoup de problèmes au niveau de l'avant-pied. Après, il y a plusieurs types d'anomalies. Quand il y a, donc là, il y a une hyperkératose en regard d'une tête métatarsienne qui appuie de façon anormale, de ce pied qui est mal formé. Parfois, l'hyperkératose n'est pas due uniquement à un problème d'appui, mais aussi, vous l'avez au niveau de la main, c'est vrai que c'est un manuel, mais même les manuels ne font pas de façon importante l'hyperkératose, et il y a de temps en temps des hyperkératoses qui sont plutôt héréditaires, et c'est une maladie de la peau associée donc aux troubles statiques. Voilà, vous avez une hyperkératose, qu'est-ce que vous allez proposer comme traitement? Vous avez un trouble statique de l'avant-pied avec hyperkératose médiane, donc un avant-pied rond. Vous avez un premier métatarsien qui n'appuie pas, une insuffisance du premier rayon, et aussi au niveau du quatrième, cinquième tête métatarsienne, il n'y a pas d'appui. Qu'est-ce que vous allez proposer comme traitement à votre patient? Oui, les semelles, qu'est-ce que vous allez mettre dans la semelle? Non? Appui? Sous-capital? Ou rétrocapital?
D'accord. Voilà, un avant-pied rond. Donc, on va faire un appui rétrocapital, donc derrière les têtes métatarsiennes. Cet appui rétrocapital, il est là. Donc, derrière les têtes métatarsiennes. Il est là. Là, c'est une semelle entière. Là, c'est une semelle des 2/3. Surtout chez la femme, les chaussures sont un peu plus étroites que chez l'homme. Et on aimerait bien diminuer le maximum d'éléments. Donc, on peut enlever cette partie et avoir, au lieu d'une semelle complète, une semelle des 2/3. Ça n'améliore que l'adhérence de la patiente ou du patient à la semelle pour qu'il ne la jette pas. La barre rétrocapitale, par contre, il y a un élément médian, mais il y a aussi une gouttière latérale de chaque côté, des gouttières latérales et des ailerons de bordure. Et pourquoi on fait une fois un appui rétrocapital ou une barre rétrocapitale? À qui choisir la barre et l'appui? Imaginez que vous avez un pied élargi. Vous allez plutôt faire une barre pour pouvoir donner un peu plus de surface au niveau de l'appui. Donc, la barre rétrocapitale pour les pieds qui sont fétaux, ancestraux, on les appelle comme ça en podologie, un pied ancestral, c'est-à-dire avec une grande divergence entre M1 et M5, un pied ouvert, étalé, on va le revoir tout à l'heure, et ce pied-là, il vaut mieux faire une barre rétrocapitale qu'un appui rétrocapital. Mais si vous avez un pied qui est fondant, qui est très joli, d'ailleurs, un pied fondant qui n'est pas élargi, on fera plutôt un appui rétrocapital. Voilà, l'appui rétrocapital qui va être derrière les têtes métatarsiennes. Donc, une partie des pressions vont être supportées par le col des métatarsiens, et la tête appuie un peu moins bien. Mais, est-ce que c'est suffisant? Appui aux barres rétrocapitales, ça va diminuer les pressions, mais est-ce que c'est suffisant? C'est-à-dire quand on marche et on est en phase plantigrade. En phase de plantigrade, l'appui rétrocapital ou la barre rétrocapitale, c'est très bien, ça diminue l'appui. Mais quand on est en phase digitigrade, l'élément va devenir postérieur et les têtes métatarsiennes sont en contact direct avec le sol. Donc l'effet, là où on a le maximum de pression, est moindre. On est d'accord? On va mettre donc l'appui rétrocapital derrière cette hyperkératose, et on va mettre un élément sous la tête de M1, sous la tête de M4, M5, et quand vous allez appuyer, vous allez avoir donc ces éléments-là, l'appui rétrocapital et l'élément sous et antécapital sous les têtes de M4, M5 et M1, ça va donner un couloir de décompression sous la zone où il y a l'hyperkératose. Et ça va améliorer donc l'appui. Donc, regardez, éléments sous et antécapitaux, regardez cette orthèse plantaire neuve, le patient n'a pas encore porté, et vous avez donc ce couloir de décompression, c'est une semelle de 2/3, hein, je vous préviens, et donc vous avez un élément qui n'est pas épais. Les semelles épaisses, les malades les jettent à la poubelle. 2 mm sont largement suffisants pour mieux répartir l'appui et transformer la vie des patients. C'est la même prescription, mais un autre patient. Et regardez, vous avez l'élément sous- et antécapital, et vous avez là, et il y a quand même une petite hyperpression encore ici. Donc c'est bien quand vous avez un patient à qui vous avez prescrit une semelle, moi d'abord, je mets toujours un double dans le dossier pour voir s'il y a un problème, si c'est ma prescription qui est mauvaise ou c'est celui qui a fait l'orthèse qui n'a pas fait son travail correctement. Et j'examine donc l'orthèse. Il y a encore un petit hyperappui ici et là. Et je me demande si on a fait un élément au lieu uniquement sous la tête métatarsienne, un peu plus en avant, si on n'aurait pas diminué l'appui, on n'aurait pas eu cet hyperappui. Donc voilà, pour revenir, donc avant pied rond,
avec hyperkératose, on fait un élément sous la tête de M1, sous la tête de M4, M5, et ça va soulager les patients. Ça, c'est pour les pieds qui sont souples. Si le pied n'est pas souple, c'est qu'il y a une hyperkératose. On fait carrément une mousse juste pour améliorer les pressions, et ça dans les stades très avancés. Toujours les conseils de chaussage. Il faut un semelage, ça c'est des chaussures thérapeutiques, mais même de ville, on peut, quand on cherche correctement, on peut avoir des semelles des chaussures avec une semellage souple, pas aussi moche que celui-là, mais semelle souple, et avec un bon contrefort, et on peut, avec ça, avoir moins de pression. Je me rappelle que parmi mes patients, quelqu'un qui travaille à la police de l'aéroport, tout le temps debout, et lui, sa vie est transformée rien qu'avec une belle chaussure, de chaussures correctes, avec un bon amortissement au niveau de la plante du pied. Par contre, ces chaussures serpillières sont à éviter. Bien sûr, on les appelle comme ça parce que réellement, comme une serpillière, ce n'est pas un terme que j'ai inventé, c'est Simon Brown qui le dit, et mon maître de podologie. Et regardez, ça c'est une mauvaise chaussure. Parmi les troubles statiques, le pied creux. Comment souffre un pied creux? Pourquoi un pied creux souffre? L'hyperappui. Et le pied plat, est-ce qu'il peut souffrir? Est-ce qu'il y a un hyperappui? Surtout, donc, il n'y a pas l'hyperappui au niveau du pied plat. Donc, au niveau du pied creux, ce n'est pas l'hyperappui non plus. Pourquoi un pied creux souffre? Ce n'est pas uniquement un problème de pression. Ce n'est pas uniquement, je ne dis pas dire que ce n'est pas... mais il y a d'autres éléments. Est-ce que vous connaissez les autres éléments du pied creux? Oui. Donc le pied creux, le pied plat, parce qu'on ne va pas y revenir, le pied plat souffre de tendinopathie du tibial postérieur. Et parce que dans le pied plat, le tendon tibial postérieur passe derrière la malléole interne et va aller s'insérer au niveau du tarse. Et quand il y a un plat, donc il va tirailler et il va être sollicité et ça va donner une douleur au niveau de la face interne du pied, sous la malléole. Et si vous avez quelqu'un qui vous dit « j'ai une mal à la face interne » et il vous dit « j'ai fait une entorse », sachez que l'entorse interne n'existe pas, du moins elle est tellement exceptionnelle que si vous retenez qu'elle n'existe pas, c'est encore mieux que... Et s'il a une douleur interne, c'est une tendinite du tibial postérieur. Et si vous avez une tendinopathie du tibial postérieur, cherchez le pied plat. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est l'avant-pied. Et dans le pied creux, il a un tendon d'Achille court, ou raccourci, ou rétracté. Et c'est là tout le problème du pied creux. C'est-à-dire que vous avez un tendon d'Achille court, il y a donc une dénivellation entre l'avant-pied et l'arrière-pied. Puisque vous avez cette dénivellation sur l'avant-pied et l'arrière-pied, en fait, on va marcher sur le talon, il ne va pas marcher sur la pointe des pieds. Il va tirer sur son tendon calcanien. Ça va donner des thalalgies postérieures et des risques de rupture du tendon calcanien. Les pieds creux font plus que les autres personnes des thalalgies postérieures et des ruptures du tendon calcanien. Et aussi, une douleur au niveau de l'insertion du tendon calcanien, ça va donner des thalalgies en couronne. Mais en fait, ce n'est pas uniquement le tendon calcanien qui est raccourci, c'est tout le système suro-achillio-calcanio-plantaire qui est raccourci. Il va y avoir aussi une tension sur la ponevrose plantaire avec des thalalgies plantaires avec la fameuse épine calcanienne, dit épine calcanienne, parce que ce n'est pas une épine, et une traction sur la ponevrose plantaire. Et ce patient va avoir une hyperpression sur les têtes métatarsiennes. On dit que les pieds creux sont des coureurs chroniques. On court sur la pointe des pieds, donc ce sont des coureurs chroniques. Ils ont donc des douleurs au niveau de l'avant-pied, on parle nous de métatarsalgie, et donc ils ont une hyperappui au niveau des têtes métatarsiennes et ça va donner des métatarsalgies. Mais regardez aussi, le pied creux du fait de cette crispation, il va avoir des orteils qui sont en griffe. Voilà. Donc,
Et quand il y a, voilà, les parapluies, on les garde des têtes métatarsiennes avec l'apparition d'une hyperkératose et la griffe des orteils. Le pied creux avec ses différents stades, ce n'est pas notre sujet. Donc, le traitement, comment le traiter? Le pied creux essentiel souple, parce que toujours dans les troubles statiques du pied, est-ce qu'il est souple ou pas? S'il est souple, on peut mettre des éléments pour mieux répartir. S'il n'est pas souple, on fait uniquement une sorte de mousse pour diminuer l'appui uniquement. Mais donc le pied souple, le traitement repose sur les orthèses plantaires, c'est-à-dire les semelles orthopédiques. On va mettre une talonnette pour absorber donc, ces douleurs de l'arrière-pied et on va mettre des éléments rétrocapitaux, appui ou barre rétrocapitale pour diminuer les perpressions au niveau des têtes métatarsiennes. Voilà. Là, en plus, on a traité le trouble statique de l'arrière-pied. C'est un pied creux varus. Donc, on a fait un élément pronateur. Mais regardez, on enfilait la barre rétrocapitale. La barre rétrocapitale, elle est bien sûr plus creusée au niveau du gros orteil parce qu'elle est plus grand, le gros orteil, pour laisser la place. Et vous avez donc une augmentation de la surface. Ça permet d'insérer, de mettre en place donc, cet avant-pied qui est large. Bien sûr, je parle de l'avant-pied large. Quand il y a un avant-pied qui n'est pas large, c'est le pied flottant des chausseurs, et ça se voit dans le pied creux, flottant parce qu'il est mince, il est joli, très joli. Et dans ce cas-là, on fera plutôt qu'une barre, un appui rétrocapital. Regardez à la coupe l'appui rétrocapital, la barre rétrocapitale, et si vous voulez les termes un peu savants des choses, barre rétrocapitale à renflement médian, gouttière latérale et aileron de bordure pour faire compliquer. Les médecins du pied aiment bien ça. Donc, mais il suffit de mettre la barre rétrocapitale. Si vous avez un correspondant qui fait les orthèses plantaires, il doit connaître comment il fait. Et la barre rétrocapitale veut dire barre rétrocapitale à renflement médian, gouttière latérale et aileron de bordure. La luxe valgus, c'est une pathologie isolée du gros orteil, mais en fait, pas tout à fait isolée. Regardez. Regardez le pied étalé dont on parlait tout à l'heure, pied avec une grande divergence entre M1 et M5, avec un pied étalé, avec un avant-pied un peu triangulaire. Et regardez l'allomégalie. Regardez, la tête du premier métatarsien est bien loin et, par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure de la luxe rigidus, et avec un varus du premier métatarsien. Et là, donc, vous avez la luxe valgus. Et il y a dans cette luxe valgus, regardez, là il y a un hygroma, en plus de l'exostose, et il y a un conflit avec la chaussure. Mais quand vous avez un pied avec un hallux valgus, il faut savoir qu'est-ce qui fait mal. Parfois, les malades tolèrent très bien ces exostoses et ces hygromas, mais ce qu'ils ne tolèrent pas, c'est autre chose et on va y arriver. Donc, regardez, pied dans une chaussure étroite, il n'est pas à l'aise. En plus, quand il a un premier métatarsien court et un pied égyptien, et ce qui est important, c'est quand vous avez un hallux valgus, vous avez les tendons fléchisseurs et extenseurs qui sont luxés dans la vallée intermétatarsienne, et quand ils sont luxés dans la vallée intermétatarsienne, toutes les orthèses qu'on fait, nocturnes, les séparateurs d'orteils, ne marchent pas, ils ne corrigent pas. On les prescrit quand le malade ne veut pas se faire opérer, quand l'état ne permet pas de chirurgie, on les prescrit, mais avec un contrat oral, bien sûr, un contrat avec le malade, ça ne va pas corriger votre hallux valgus. Vous allez être plus à l'aise, vous allez peut-être avoir moins d'évolution, moins d'aggravation, mais ça ne corrige pas un hallux valgus. Un hallux valgus qui est installé, les orthèses ne font rien du tout pour l'améliorer. Regardez, hallux valgus, voilà, et hallux valgus infraductus qui passe sous le deuxième métatarsien. Canthus varus, c'est la même chose, mais au niveau du cinquième orteil. Comment on fait pour les traiter? La chirurgie, c'est le meilleur traitement. Ça corrige parfaitement quand c'est possible.
une dame jeune de 50 ans, elle ne va pas avoir tout le temps des orthèses. Et si elle ne tolère pas, la chirurgie va les améliorer correctement. Mais si on ne peut pas faire de chirurgie ou c'est une personne d'un certain âge, on peut faire des orthoplasties de protection. Il y a peut-être mieux. Donc là, cette zone-là, qui a un conflit avec la tige de la chaussure, on met une orthèse. Cette orthèse-là, ici, elle va être épaisse à ce niveau-là, plus fine ici, et ça répartit mieux les charges, les pressions au niveau du gros orteil. On peut faire la même chose pour le 5e orteil. Une orthèse. Regardez, elle est fine en regard de l'hyperkératose et elle est plus épaisse ailleurs, et ça permet donc d'améliorer la tolérance entre pieds et chaussures. Les griffes, il y en a plein, plusieurs types, proximales, distales, globales. Et là aussi, elles peuvent se compliquer par un hygroma. Cet hygroma peut se surinfecter, il peut entraîner la surinfection articulaire. Et on peut là aussi protéger, là, uniquement une protection de l'hyperkératose. Et donc l'appui avec la tige de la chaussure se fait au niveau donc, de l'orthèse, au niveau de l'orthèse d'orteil, et cette zone-là va être libérée, et donc on va avoir une amélioration des pressions. On peut aussi mettre des orthèses dites correctrices qui améliorent donc la statique de l'avant-pied. C'est des orthèses, c'est une pâte à modeler, une sorte de pâte à modeler, bien sûr, avec un durcisseur. Donc, le technicien rajoute le durcisseur et il le fait sur mesure. Des orthèses d'orteil qui sont faites sur mesure à partir d'une pâte plus un durcisseur. Et regardez, là aussi, au niveau de cette corps interorteil qu'on a vu tout à l'heure, on met un séparateur d'orteil, mais en regard de l'hyperkératose, la zone est plus fine, et donc pour améliorer donc, les appuis. Cette patiente, vous allez faire le diagnostic rapidement. Elle est typique, l'observation est typique, une dame de 52 ans qui a un hallux valgus bilatéral, douleur de l'avant-pied au niveau du 3e espace, qu'elle dit violente, accompagnée de paresthésie digitale et comparée à une sensation de décharge électrique, majorée par la marche, le port de chaussures et calmée par le déchaussement. Votre diagnostic est très simple, c'est une maladie de Morton. Donc, et il faut juste le confirmer. Donc, les syndromes douloureux intermétatarsiens, ça peut être la maladie de Morton, mais il y a aussi, ne pas oublier, les bursites intercapito-métatarsiennes qui peuvent donner un tableau qui simule une maladie de Morton. La maladie de Morton est un syndrome canalaire. C'est comme le syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien, le nerf médian est comprimé dans un espace étroit entre les os du carpe et le ligament annulaire antérieur du carpe. Donc, c'est un syndrome canalaire, le canal carpien, on est d'accord. Mais là aussi, c'est la même chose. Le nerf interdigital, il est entre les têtes métatarsiennes, le ligament intermétatarsien et les ligaments transverses superficiels. Et il est dans un canal, dans une zone étroite. Les hypersollicitations vont entraîner une souffrance de ce nerf, comme le nerf médian dans le canal carpien. Et regardez, donc il passe au niveau d'un espace étroit et il est sollicité lors de la marche. Il finit par s'hypertrophier. L'hypertrophie est une sorte de fibrose de la gaine de Schwann. Ce n'est pas une tumeur. On l'a appelé à un moment donné névrome de Morton parce qu'ils ont trouvé une tuméfaction. Le nerf médian dans le canal carpien, il y a une tuméfaction aussi. Donc, c'est exactement la même chose. Et donc, ce nerf interorteil va être hypertrophié et donner le syndrome donc, de la maladie de Morton. Et cette maladie de Morton se voit surtout chez la femme, entre 30 et 50 ans. Et le diagnostic, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on peut le faire au téléphone. Mais il y a souvent associé des troubles morphostatiques, une obésité, un avant-pied plat ou convexe, le port de chaussures étroites et à talons, un hallux valgus ou un hallux rigidus. Donc les troubles de l'avant-pied favorisent l'apparition de la maladie de Morton.
Donc, ces micro-traumatismes répétés, le cisaillement du nerf va donner une ischémie, une fibrose, donnant l'aspect de névrome, et ça donne donc cette maladie de Morton. Donc, c'est une névralgie plantaire en coup de poignard, décrite par les patients comme ça, du troisième espace, et qui irradie aux orteils, et qui, dans certains cas, chez la patiente, arrête la marche, elle est obligée de s'asseoir, enlever ses chaussures, masser son pied, ça va la soulager, et elle peut repartir. À l'examen, on va avoir une douleur en regard de l'espace, en comprimant le névrome, et ça va donner une douleur qui irradie dans les orteils, comme la sonnette au niveau de la sciatique. D'ailleurs, on va trouver des termes de la sciatique. La palpation digitale au niveau de l'espace, un troisième espace, va réveiller la douleur. Et la palpation, par contre, des têtes métatarsiennes de chaque côté, elle n'est pas douloureuse de chaque côté de l'espace. Donc c'est bien, c'est l'espace, ce n'est pas les têtes métatarsiennes. C'est important. Et le squeeze test qui est positif, la douleur à la compression, et c'est banal. Quand on soulève l'orteil de part et d'autre, donc du troisième espace, la douleur irradie. On appelle la sègue de l'orteil, mais entre guillemets la sègue, parce que ce n'est pas un terme qui est accepté. Donc la sègue, c'est pour, bien sûr, la sciatique, mais c'est comme on fait pour le LASEG. Et il y a une hypoesthésie, parce que le nerf est atteint, une hypoesthésie de part et d'autre, donc au niveau de l'espace, on l'appelle hypoesthésie en feuillet de livre, donc comme un feuillet de livre, donc de chaque côté, il y a une petite hypoesthésie, et c'est très utile quand on la trouve en faveur du diagnostic. Regardez, donc il y a une tuméfaction. Regardez les espaces inter-orteils, et là, on a un espace plus important. Ça, c'est une assistance de la faculté de médecine de Tunis, qui a un Morton typique et qui a, regardez, un névrome important, tellement important qu'il déplace les têtes métatarsiennes et qu'on arrive à avoir un espace entre les orteils. Le névrome a été confirmé, bien sûr, par l'échographie et l'IRM, parce qu'elle a voulu faire les deux avant de se faire opérer. L'échographie est le meilleur moyen, tout à l'heure, donc on en a parlé, est le meilleur moyen pour faire le diagnostic. Regardez, en position neutre, et à la compression, on garde, parce que c'est une sorte de tumeur, une sorte de névrome, et à la compression, il ne disparaît pas. Par contre, on verra que dans d'autres pathologies, elle va disparaître. Donc, masse hypoéchogène à extrémité effilée, déformable et qui ne disparaît pas à la compression. L'aspect bisac que vous avez vu ce matin aussi. Donc, l'IRM est très utile aussi, mais l'écho peut être suffisante. Et le traitement, parce que comme c'est une atteinte entre deux têtes métatarsiennes, on pourrait se demander si on fait un appui rétrocapital en déplaçant un petit peu les têtes métatarsiennes, est-ce que ça permet d'améliorer? En fait, nous, on le fait systématiquement, en plus de l'infiltration, on le fait systématiquement avant de passer à la chirurgie, parce qu'on se dit, on doit donner la chance à la patiente de guérir, et avec l'infiltration et une bonne orthèse, on lui donne un maximum de chances pour réussir. Si ça ne marche pas, bien sûr, la chirurgie peut être préconisée. Donc, les infiltrations locales et un appui rétrocapital médian ferme de 8 à 10 mm pour pouvoir déplacer une tête par rapport à l'autre et donner un peu plus d'aisance pour ce nerf métatartien. Et la chirurgie, qu'est-ce qu'on fait dans la chirurgie? Qu'est-ce que vous faites dans la chirurgie, dans la maladie, dans le syndrome du canal carpien? Voilà, on coupe, on fait une neurolyse en décompression. Donc on peut faire la section de ligament intermétatartien avec donc, la neurolyse. Mais là, on est en bout de pied. Et puis, c'est des espaces étroits. Est-ce que ça marche tout le temps? Le nerf, là, est la victime. C'est la victime. Les têtes métatarsiennes et le ligament, c'est eux qui l'agressent. Et si vous avez, quand il y a une guerre entre deux personnes, ou plutôt une dispute, il vaut mieux enlever les deux
comme ça, on n'a plus de dispute. Et donc, là aussi, pour ne pas avoir de dispute, on fait la neurolyse et on fait la résection du nerf et du ligament intermétatarsien et on a la paix. Ça ne pose pas de problème en coupant le nerf en fin de... Et comme ça, on a la paix. Et donc, dans la maladie de Morton, les collègues chirurgiens avec qui nous travaillons préfèrent faire les deux à la fois, pas uniquement la neurolyse. Avec la neurolyse, les risques de récidive sont fréquents. Donc, diagnostic clinique basé sur l'interrogatoire, confirmé par l'imagerie, en particulier l'échographie. La douleur est très évocatrice et le siège est typiquement au niveau du troisième espace, pas uniquement. Regardez donc le nerf, mais aussi là, il y a une bourse séreuse un peu au-dessus. Cette bourse séreuse intercapito-métatarsienne entre les deux têtes métatarsiennes peut être enflammée et ça peut donner la même chose sur le plan symptomatologie qu'une maladie de Morton. Ça siège plus au niveau du deuxième espace par rapport au névrome de Morton, mais le névrome Morton aussi peut siéger au niveau du deuxième espace. C'est plus fréquent au troisième espace. Et donc, c'est l'échographie qui va permettre de faire le diagnostic. On voit l'image qui ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le névrome de Morton, mais quand on comprime, elle disparaît complètement, alors que le névrome de Morton ne disparaît pas. Et donc, l'échographie dynamique, si on peut dire, donc en comprimant, le névrome ne disparaît pas, la bursite intercapito-métatarsienne disparaît, et l'échographie peut permettre de faire une infiltration de cette bursite sous contrôle échographique. On l'a fait même sans l'échographie, et c'est un geste très simple. Donc, on peut mettre aussi l'appui rétrocapital pour ouvrir l'espace intercapito-métatarsien, un recueil de voûte, et c'est insuffisant l'infiltration, et l'infiltration est généralement suffisante pour traiter cette pathologie. Donc, on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qui gêne un hallux valgus? Est-ce que c'est la déformation, c'est le conflit avec donc, cette zone-là au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne, ou autre chose? Autre chose, c'est quoi? C'est-à-dire quand on va avoir un hallux valgus, regardez le deuxième orteil est en flexum. Et la pression de la tige de la chaussure, donc cet orteil qui est en flexion, va donner une hyperpression au niveau de la plante du pied en regard de la tête du deuxième métatarsien, et ça donne le syndrome du deuxième rayon. Donc, qui est favorisé, comme dans l'hallux valgus, par l'insuffisance du premier rayon. Quand il y a un hallux valgus, la tête du premier métatarsien appuie moins bien, donc les appuis vont se déplacer sur les têtes métatarsiennes avoisinantes, en particulier la tête du deuxième méta, mais aussi le troisième, surtout le deuxième méta, et ça donne le syndrome du deuxième rayon. Et quand la gêne est uniquement un syndrome du deuxième rayon, on peut, surtout quand on ne veut pas opérer les patients ou quand les malades ne veulent pas se faire opérer, on peut s'aider d'une orthèse plantaire, qui va permettre d'éviter l'appui au niveau on regarde la tête du deuxième métatarsien. Donc, douleur au niveau de la deuxième métatarsophalangienne. Le deuxième orteil est en griffe. Et regardez, il y a, vous ne voyez pas la pulpe du deuxième orteil, il y a un hyperappui là, il y a une petite hyperkératose. Et cette hyperkératose, elle est douloureuse. Et quand c'est uniquement elle qui fait mal, et il faut examiner correctement les malades pour savoir si c'est elle qui fait mal, et quand c'est elle qui fait mal, on peut, bien sûr, proposer une décharge de cette zone d'hyperkératose. Et ce syndrome de deuxième rayon passe par 3 stades. Un premier stade où il y a juste une synovite au niveau de on regarde la deuxième tête métatarsienne, au niveau de l'articulation. Cette synovite dorsale qui peut être donc Doppler positive. Le deuxième stade, c'est associé à cette synovite dorsale une rupture de la plaque plantaire. La plaque plantaire, c'est la plaque donc, au niveau, qui s'insère au niveau du métatarsien. Il y a le cartilage, donc l'articulation, et c'est ça la plaque plantaire qui disparaît, qui est rompue donc, au niveau de la deuxième articulation métatarsophalangienne.
Au troisième stade, c'est la véritable luxation avec une déformation fixée au niveau donc, de la deuxième métatarsophalangienne. Comment faire pour la traiter? Syndrome du deuxième rayon. C'est une diapo de Dominique Le Chevalier, le chef de service de rhumatologie de l'hôpital militaire de Bégin en France. Mais elle est démonstrative. Vous avez un hyperappui en regard de la tête du deuxième métatarsien. Donc on fait une décharge, un couloir de décharge, avec un appui rétrocapital. Ça ne se voit pas très bien, mais il y a un appui rétrocapital, plus des éléments sous- et anticapitaux sous la deuxième, sous la troisième, quatrième, cinquième tête métatarsienne et sous la tête du premier métatarsien. Ça va donner une décharge et ça va soulager ces patients qui ont un syndrome du deuxième rayon, qui est le plus souvent associé à un hallux valgus. Et c'est quand ce syndrome du deuxième rayon est la source de douleur, on peut les aider. Est-ce qu'on peut infiltrer? S'il y a une bursite, est-ce qu'on peut infiltrer? Tout le monde dit qu'il ne faut pas infiltrer un syndrome du deuxième rayon. Pourquoi? Parce que, d'abord, l'articulation est petite. Si on vous injecte, vous allez rompre la plaque plantaire. Nous, on infiltre. On met un demi-cc, sans aucune pression, pour les malades qui sont réellement très gênés et pour qui la chirurgie n'est pas de mise. Mais je vous dis, il faut réellement éviter d'infiltrer. Et quand vous infiltrez une maladie de Morton, évitez d'infiltrer dans l'articulation. Et si vous infiltrez une maladie de Morton, vous espacez les têtes métatarsiennes, vous tenez au niveau du dos du pied entre vos orteils, vous les déplacez pour que vous infiltrez entre les têtes métatarsiennes et pour que vous évitez l'injection à l'intérieur de l'articulation. Dans l'espace autour du névrome de Morton, vous pouvez mettre un cc et demi, toute la boîte, toute la seringue d'Altime, par exemple. Mais dans une articulation métatarsophalangienne, si vous faites 1,5 cm, vous rompez carrément la plaque plantaire et vous aggravez vos malades. Donc, il faut savoir, dans la maladie de Morton, infiltrer dans l'espace, jamais dans l'articulation, et dans le syndrome du deuxième rayon, ne pas infiltrer. Si vraiment vous avez, le malade est très souffrant et qu'il n'y a pas de solution, on peut faire un demi-cc maximum. Une autre source de douleur au niveau de l'avant-pied, c'est la fracture de fatigue, contexte sportif, douleur d'intensité modérée à la suite d'activités physiques intenses, inhabituelles, répétitives et prolongées, sans traumatisme direct important. Donc, c'est ce contexte-là. Douleur d'installation progressive, sédant au repos, et il y a un discret œdème. Regardez, cette dame-là, il y a un discret œdème avec une douleur. Elle est professeure à la faculté de médecine de Tunis. Elle a marié sa fille. Elle a fait une activité inhabituelle. Elle a dansé, etc. Et à la suite, elle est venue pour une douleur. Je n'étais pas dans le service. Elle avait vu des collègues. Elle me dit, vous avez une maladie de Morton. Parce qu'elle avait une douleur de l'avant-pied. Quand elle m'a raconté qu'elle avait... Avant même de l'examiner, je lui ai dit, vous avez une fracture de fatigue. Et en l'examinant, ce n'est pas au niveau de l'espace, c'est au niveau de la diaphyse que ça fait mal. C'est important. Et j'ai fait le diagnostic avant tout élément. Et cet œdème, là c'est un homme, cet œdème, regardez, ce petit œdème est très évocateur, il faut y penser, de la fracture de fatigue. Donc, regardez l'image, la radio de cette patiente, cette professeure à la faculté de médecine, est-ce que vous voyez quelque chose sur sa radio? Non? Regardez là. Parce que je connais, parce que l'examen, c'est là la douleur. Mais ce qui est important, c'est qu'après, elle a fait un cal, sans fracture. Si vous êtes bon médecin du pied,
vous diagnostiquez les fractures de fatigue avant la fatigue. D'ailleurs, les médecins depuis, moi, quand j'ai eu le cours de médecine de chirurgie, dans le diplôme de podologie en 1986, c'est Doury qui nous a fait. Il ne veut pas parler de fracture de fatigue. Pour lui, ce n'est pas une fracture. Ça s'appelle la maladie de Posa, parce que c'est lui qui l'a découvert, qui l'a décrit la première fois. Et la fracture de fatigue est une fracture de la trame osseuse. Vous connaissez, je suis avec des rhumatologues et d'autres spécialistes de l'os. La maladie n'est pas une fracture. Il n'y a pas de fracture. Si on fait le diagnostic précocement, avant la fracture, si vous êtes de bons médecins, vous allez faire le diagnostic de la fracture avant la fracture. Vous allez voir après le calme, mais vous n'avez jamais une solution de continuité. Et vous êtes un bon médecin comme ça. Donc, les radiographies normales au début, c'est à la semaine 3 ou 4 qu'on peut voir les images. Et regardez, l'échographie est très importante. Ça, c'est une patiente qui est promoteur immobilier. Elle s'est disputée avec son entrepreneur. Il a dû terminer les dernières phases de son immeuble toute seule. Elle n'a pas l'habitude de faire. Et c'est un immeuble de 8 étages. Elle montait et descendait pour contrôler toute l'activité. Et elle a fait une fracture de fatigue. Et la fracture de fatigue, moi, je l'ai diagnostiquée dès... Là, il y a un petit hématome, il y a peut-être une petite fissure là. Et elle n'a pas fait de fracture. Et après, elle a fait le calme. Donc, il faut y penser. La maladie de Freiberg, vous connaissez, c'est une cause de douleur, dysplasie polyépiphysaire, douleur sésamoïdienne. Donc, on examine les sésamoïdes dans cette position, sésamoïde médial et sésamoïde latéral. Donc, et regardez cette arthrose entre le sésamoïde et la tête du premier métatarsien. Vous connaissez bien les métatarsalgies de la polyarthrite rhumatoïde. Là aussi, c'est une diapo de Simon Braun, qui est le patron de la podologie en France, à l'Erahmon. Et regardez cette synovite importante qui mange de l'os. La synoviale rhumatoïde, avec les cytokines qu'elle libère, etc., elle mange l'os, le cartilage, les capsules, les ligaments, et donc c'est elle qui donne donc, cette atteinte. Regardez, avec, là, c'est carrément des hygromas, on regarde des hyperappuis, des hygromas, l'avant-pied triangulaire, donc, que vous connaissez très bien dans la polyarthrite rhumatoïde, avec ses douleurs. Stade 4 de Braun, de la teinte de la tête cinquième métatarsien, qui est, pour certains, l'équivalent typique, tellement typique que c'est un peu comme le facteur rhumatoïde. Et une fois, un des résidents qui fait une conclusion de sortie me dit elle a le facteur rhumatoïde au pied. Tellement on a parlé, c'est comme le facteur rhumatoïde, tellement c'est typique. Et ça donne donc ces érosions. Et si vous la trouvez, maintenant il ne faut plus la trouver. Parce que si vous traitez correctement vos polyarthrites rhumatoïdes avec le méthotrexate, s'il faut avancer, et s'il le faut une biothérapie, vous n'allez plus avoir ces érosions. Ces érosions, avec la synovite importante, vous allez traiter correctement vos malades. Et ce que nous avons connu quand on était plus jeunes, de polyarthrite rhumatoïde qui échappe aux selles d'or, etc. Donc maintenant, vous n'avez pas cette malchance et vous avez la chance d'avoir des thérapeutiques efficaces. L'orthèse psoriasique, le psoriasis, bien sûr, pathologie. Donc ça, c'est une maladie de Charcot, un diabétique avec un mal perforant plantaire, le mal perforant qui est donc sous-tendu par l'hyperkératose, et là aussi, donc ça peut donner des troubles au niveau de l'avant-pied. On avait parlé de tumeurs, un mélanome, une kaposie. C'est un patient qui a une goutte avec de multiples. Donc, le SAPHO, Marcel Francis Kahn, qui s'est beaucoup intéressé, qui a décrit cette pathologie, et la maladie de Burger. Et donc, toutes ces pathologies peuvent donner des métatarsalies, il faut y penser. Donc, c'est une pathologie riche, il faut y penser.
l'examen clinique est très important. L'imagerie, on n'a pas parlé d'imagerie, on a parlé surtout de l'échographie. Ça permet d'aider beaucoup. Et si vous êtes bon médecin, si vous avez bien appris votre sémiologie du pied, vous allez aider vos malades, vous allez les soulager, vous allez vraiment les faire gagner contre toute cette pathologie du pied.